Le 6 juin 1944. Le débarquement en Normandie est un jour décisif dans le cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais toute l'histoire des coulisses de l'opération n'est pas forcément très connue. « 850 avions cargo de type DC-3 jouent un rôle clé lors du fameux D-Day. Le DC-3 a une double vie. C'était à la fois un avion de transport civil et un appareil militaire qui a été utilisé dans les conflits armés. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Douglas DC-3 aide les Alliés à remporter la victoire. En pleine guerre froide, il sauve Berlin-Ouest. Nous n'avions pas peur de ces bombardiers. Au contraire, nous savions tous qu'ils étaient là pour nous aider. Pendant la guerre du Vietnam, le sauveur se fait assaillant et frappe sournoisement la nuit. Le DC-3 est un véritable caméléon des airs. Après la Seconde Guerre mondiale, il redevient un avion de ligne et est adopté par presque toutes les compagnies aériennes. Ce bimoteur légendaire a de nombreux noms. Sleeper, C-47, Dakota ou encore en Allemagne, Rosinenbomber. Littéralement, bombardier de raisins secs. C'est l'aéronef le plus construit au monde et il vole toujours aujourd'hui. En 1936, le Douglas DC-3 est lancé sur le marché en Californie. En 10 ans, il est fabriqué à 16 000 exemplaires et met le chemin de fer hors course aux États-Unis. Son principal concurrent est un appareil allemand en tôle ondulée, le Junkers Ju-52. Il est lui aussi fiable et populaire, mais ne peut transporter que 15 passagers. Le DC-3 a quelques longueurs d'avance sur le Ju-52. Il offre 2 fois plus de sièges, de meilleures performances de vol et un design moderne. Il devient un modèle pour des générations d'avions de ligne. Mais bientôt, la Seconde Guerre mondiale va changer son quotidien. En Suisse, l'avion fait partie de l'histoire nationale. Cet exemplaire a failli finir ses jours sur un échangeur d'autoroute à Dubaï. Aujourd'hui, il accroche autant le regard que les Alpes suisses. Il a été ressuscité par le chef d'entreprise suisse-allemand Hugo Matisse. Le DC-3 est devenu sa passion et il occupe désormais une place importante dans sa vie. Hugo passe environ 70 heures par an dans le cockpit. S'il le pouvait, il y serait encore plus souvent. On sent vraiment l'appareil quand on le pilote. Il faut bien le prendre en main et le diriger. Et surtout, on se rend compte qu'on est important en tant que pilote. On doit tout faire soi-même. C'est un sentiment unique. En 1936, la Swissair choisit le DC-3 au détriment du Ju-52. Il desservira Paris, Londres ou encore Berlin. La compagnie helvétique est le premier client des usines Douglas en Europe.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les DC-3 suisses sont peints aux couleurs de la neutralité, pour ne pas être pris pour des avions ennemis et risquer de se faire abattre par les Allemands. Tous les DC-3 ne sont pas aussi bien conservés que le petit bijou suisse. Sur les 16 000 exemplaires produits jusqu'en 1946, la plupart ne volent plus. Mais même à la casse, un DC-3 est précieux, contrairement à la majorité des autres avions. Ces carlingues usées valent plus que les quelques milliers de dollars demandés pour les autres ferrailles. Elles attendent leur renaissance dans une entreprise spécialisée de l'État du Wisconsin. Le DC-3 suscite l'admiration, et à juste titre. Il a vécu et écrit tellement d'histoires. Chez Beisler, à Oshkosh, on redonne vie aux vétérans de guerre entreposés dans la prairie. L'appareil de Hugo, initialement un C-47, la version militaire du DC-3, a lui aussi été remis à neuf ici. Cet atelier emploie une centaine d'hommes et Ashley Hazy. C'était facile en fait. Ça fait qu'1 an que je travaille ici. Au début, j'étais très intimidée parce que j'étais la seule fille. Enfant déjà, Ashley était passionnée d'aviation et donnait un coup de main dans les meetings aériens. C'est ainsi qu'elle est arrivée à Oshkosh, où a lieu 1 fois par an le plus grand rassemblement d'avions au monde avec plus d'1 million de visiteurs. J'ai tout de suite su que je voulais faire ça. J'adore. Ashley et ses collègues ne travaillent que sur des DC-3. C'est la spécialité de l'entreprise Beisler. Pour la jeune femme, chaque épave a sa personnalité. Ils font partie de notre passé. Chaque appareil a sa propre histoire. Même Jody là-bas. C'est incroyable tout ce que les avions peuvent nous raconter. Judy pourrait nous dire par exemple que pendant la guerre, elle était sans cesse prise pour cible et devait souvent atterrir en catastrophe. Judy voit le jour en Californie, dans un monde bien différent de celui d'aujourd'hui. Au départ, l'entreprise Douglas souhaite construire un avion qui offre des sièges le jour et des lits la nuit. Le premier client, American Airlines, conclut le marché par une poignée de main. Chaque appareil, ou sleeper, porte le nom d'une ville ou d'un État américain. Les vols sont devenus confortables, on a créé un service à bord. Il y avait même des accompagnateurs durant le voyage. Le métier d'hôtesse de l'air fait rêver. Rien d'étonnant à cela. Le sleeper bénéficie de sièges comparables à des fauteuils de salon. Des toilettes modernes et séparées pour les hommes et les femmes. Et la nuit, les assises sont converties en lit. Hollywood aime le sleeper. Pour la première fois, on peut rallier directement Los Angeles depuis New York sans passer une nuit à l'hôtel ni changer de train. Le trajet entre la côte Est et la côte Ouest ne dure plus que 15 heures. Les 3 escales pour refaire le plein incluses.
Le DC-3 a permis de démocratiser l'avion aux États-Unis. Les gens savaient que c'était un moyen de transport sûr et agréable, qui leur offrait un certain confort et leur faisait gagner du temps. L'atterrissage s'effectue près de Beverly Hills, à Glendale. Le DC-3 est fiable, robuste et extrêmement rentable. D'autres compagnies aériennes l'achètent et transportent à son bord jusqu'à 35 passagers sans convertir les sièges en lit, ce qui est plus économique. Douglas a réussi un coup de maître. Aujourd'hui, le Sleeper de Hollywood est oublié de tous. De tous, sauf de la famille Moss, en Floride. Une pancarte indique le chemin jusqu'à leur aérodrome. Il y a quelques années, la famille a acheté le dernier Sleeper proposé à la vente. L'ancien numéro d'immatriculation est encore visible. Les Moss voudraient restaurer le DC-3, mais ils n'en ont pas les moyens. Voilà à quoi ressemblait le Tennessee du temps où il transportait encore la Jet Set. Nous allons le remettre dans l'état où il était en 1936. C'est le 6e DC-3 construit à l'époque et le plus vieil exemplaire encore existant. Il mérite vraiment d'être retapé, pour montrer au monde comment les voyages en avion se déroulaient au milieu des années 30. Les repas étaient cuisinés à bord. Il n'y avait pas encore de classe comme aujourd'hui. Tous les vols étaient chers. La traversée des États-Unis coûtait 2 mois de salaire moyen. Et on pouvait fumer dans l'avion. C'est dans de toutes autres conditions que Glenn Moss a effectué son baptême à bord d'un DC-3. J'avais 15 ans quand j'ai volé pour la première fois dans un DC-3 avec mon père. C'était entre Miami et les Bahamas. Et nous avons acheté notre premier avion en 2007. Dans les années 90, la famille effectuait du transport de fret en Alaska avec un DC-3. À 7 ans déjà, Glenn prenait les manettes sous la surveillance de son père. C'était une aventure de prendre l'avion avec mes parents en Alaska. De Fairbanks, nous approvisionnions des villages indiens, des mines d'or et d'autres endroits où personne n'allait. Les garçons étaient dans le cockpit. Charlie avait 10 ou 11 ans et Glenn 7. Nous, on se plaçait à l'arrière. Les garçons s'installaient à l'avant et prenaient le contrôle de l'avion. Ici, c'est moi. Et là, c'est Glenn. Une époque bénie. Tu demandais si tous les enfants devaient faire ça. Et je répondais, tais-toi et pilote. Glenn était obligé de se lever pour tirer sur le volant. Ils ont pu se familiariser avec le pilotage quand ils étaient tout petits. Hugo Matisse réalise également un rêve. Mais entre ses moyens à lui et ceux de la famille Moss, il y a quelques millions d'écarts. À Oshkosh, il a acheté un deuxième DC-3, Judy. Parlons un peu de mon avion. Avec le chef d'atelier, il établit le plan de restauration de l'ancien appareil militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Judy transportait des parachutistes et doit bientôt reprendre du service. Qu'est-ce que t'en dis? Le fuselage me paraît pas mal, à première vue.
Et je dirais même pas mal du tout. Bien sûr, il y a quelques trous. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il est plutôt en bon état. Il reste beaucoup de travail à faire, mais je le savais dès le début. J'ai acheté un avion à 1/20 de son coût total. Autrement dit, quand les travaux seront terminés, j'aurai investi 19 fois la somme initiale pour obtenir le résultat souhaité. La découpe du métal requiert force et précision. Cette tôle d'aluminium doit remplacer une partie du revêtement extérieur de l'appareil. En ce moment, je remets en état le gouvernail de l'avion, qui ressemblera à celui-là. Avant ça, j'ai confectionné le revêtement en tissu, fixé un tas de rivets. Enfin, j'ai fait toutes sortes de choses. Il faut des muscles pour faire ça. Je suis devenue plus forte, donc je dirais oui. Mais pas besoin d'être aussi costaud qu'un homme. Chez Beisler, les ouvriers finissent leur journée dès 15h30. En 1939, à Santa Monica, l'usine Douglas tourne 24 heures sur 24. Le DC-3 est fabriqué à plusieurs centaines d'exemplaires par an. La version militaire voit sa part croître d'année en année. En 1941, quand les États-Unis s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale, la plupart des DC-3 civils, dont les Sleeper, sont réquisitionnés. Ils sont transformés en avions de transport militaire sous l'appellation C-47. Les Américains augmentent leur propre flotte et livrent des centaines d'appareils à leurs alliés, notamment britanniques et soviétiques. Du jour au lendemain, l'avion des stars d'Hollywood est devenu le cheval de trait de l'armée. Ça montre la grande flexibilité du DC-3. Ça prouve aussi qu'on a conçu à l'époque un engin résistant. Car en général, un avion haut de gamme nécessite un entretien haut de gamme. Or dans l'armée, on est dans l'urgence, on part à l'essentiel. Donc le plus important est de savoir quand l'appareil peut repartir et non pas comment on se sent à bord. À partir de mars 1944, la 101e division aéroportée américaine s'entraîne au Royaume-Uni en vue de libérer l'Europe de l'Ouest de l'occupant allemand. Des milliers de parachutistes sont mobilisés pour le débarquement en Normandie. Une unité deviendra plus tard célèbre grâce à la série télévisée Band of Brothers, Frères d'armes. Son principal moyen de transport et de ravitaillement est le C-47. Aux États-Unis, nous avions déjà effectué quelques exercices de saut depuis le C-47. Ensuite, en Angleterre, nous en avons fait 80 de plus à partir de ce même avion. Les Alliés savent qu'ils n'ont droit qu'à une offensive et qu'ils doivent impérativement réussir. L'attaque surprise derrière les lignes allemandes est tout aussi importante que le débarquement lui-même. Le C-47 est utilisé pour remorquer des planeurs, de petits engins de transport sans moteur. Les planeurs transportaient tout ce qu'ils pouvaient. Nous avions besoin de ravitaillement, de munitions et d'équipements. Nous ne pouvions pas embarquer de Jeep avec nous dans un C-47.
Donc, il fallait avoir recours à des planeurs. Je suis sûr que si nous n'avions pas eu de planeurs ni de C-47 pour les tracter, la mission aurait échoué. Composés de bois fin, les planeurs sont des appareils à usage unique. Leur taux de défaillance est élevé. Cela s'avère évident dès les premiers essais. Ils se cassaient tous. Dès qu'ils touchaient le sol, ils se brisaient et n'étaient plus exploitables. Et en s'effondrant, ils faisaient parfois beaucoup de morts. Nous, les parachutistes, nous les surnommions les cercueils volants. Nous ne voulions pas monter à leur bord. Ils étaient dangereux. Tout le monde est conscient que le débarquement causera de nombreuses pertes humaines. Mais le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, parvient à maintenir la motivation des troupes pour le D-Day. The time, 2200 hours, June 5th, 1944. The place, England. These pictures, the first Air Force films to be received in the United States, arrived 48 hours after the amphibious assault began. Je me souviens très bien que tout le monde était silencieux et nerveux. Ça se voyait, ça se sentait. General Brereton, on the line for the takeoff, passes on the traditional good luck charm, a rabbit's foot. « 850 avions largueront 17 000 parachutistes dans une première vague, puis les ravitailleront en plusieurs fois. » Durant le vol, Ed Shames et ses camarades voient le déploiement des forces alliées en mer. Des centaines de vaisseaux de guerre en route vers les plages de Normandie. L'opération est lancée par l'artillerie maritime avant le débarquement des troupes terrestres. Mais celles-ci tomberont inévitablement sous le feu des positions défensives ennemies. Tant que les Allemands ont assez de munitions, l'opération ne peut pas réussir. Les parachutistes ont pour mission d'empêcher le ravitaillement de la Wehrmacht. Ils doivent contrôler les accès, tels que les ponts, pour permettre aux armées alliées de débarquer en toute sécurité. Ce parachutage fera l'objet de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Mais à l'époque, Ed Shames est bien loin de l'imaginer. J'avais peur, j'étais terrifié. Je tremblais comme tous les autres. Nous savions que c'était dangereux. J'étais mort de trouille. Avant de toucher le sol, les hommes restent plusieurs minutes sans défense, exposés aux tirs allemands. Je me suis retrouvé sous les tirs des canons antiaériens et les obus d'artillerie. Comment j'en ai réchappé, ça je ne le saurais jamais. On entendait les projectiles ricocher sur l'avion. Et quand j'ai sauté, des éclats ont traversé mon parachute et déchiré la toile. Ce bruit ne m'a jamais quitté depuis. Presque aucune unité ne saute au bon endroit, car les pilotes n'ont aucun moyen de s'orienter. Le nouveau système radar censé indiquer les points de chute ne fonctionne pas.
Certains parachutistes atterrissent à 5 km de leur objectif, d'autres même à 50. Nous étions dans un no man's land, en territoire ennemi. Nous devions entrer en contact avec les troupes sur la plage. Il nous a fallu 3 jours pour y arriver. Pendant tout ce temps, les hommes sont ravitaillés exclusivement par les airs. Le C-47 est leur sauveur. Il remorque sans cesse des planeurs chargés de munitions et d'autres équipements. Mais l'armée allemande a anticipé et inondé de vastes zones. Un peu partout en Normandie, les Allemands ont installé des obstacles tels que des poteaux ou des troncs d'arbres pour empêcher les planeurs d'atterrir. Mais on s'en est sorti malgré tout. Les pertes humaines sont énormes. Dans les planeurs, un soldat sur 4 périt lors du débarquement. Le nombre de victimes est également élevé dans les rangs des parachutistes. Mais le vent ne tarde pas à tourner. Les troupes allemandes sont à court de munitions. Les Alliés parviennent à prendre les plages et à avancer dans les terres. La Wehrmacht bat en retraite ou se rend. 3 jours seulement après le début de l'opération, la reconquête de la France et de l'Europe de l'Ouest a commencé. Le général Eisenhower est conscient des risques encourus par les parachutistes et des pertes qu'ils ont subies. Il salue donc leur succès et celui de leur avion, le C-47, qu'il considère à présent comme décisif pour gagner la guerre. Les premières images du débarquement que les Américains voient aux actualités sont celles d'un avion baptisé That Soul Brother, qui décolle le 6 juillet 1944. Il se trouve aujourd'hui dans ce hangar. Le message That Soul Brother, en français « Ça suffit mon vieux », que l'équipage a écrit à l'avant de l'appareil, est adressé à Adolf Hitler. Après la guerre, le célèbre C-47 disparaît sans laisser de traces. 70 ans plus tard, il est miraculeusement retrouvé chez Basler, à Oshkosh. On ne savait même pas qu'on l'avait. On l'a acheté à un monsieur en difficulté. Il avait besoin d'argent, alors il nous l'a vendu. On l'a déposé avec les autres avions dans ce qu'on appelle notre cimetière. Il est resté là des années, 7 je crois. On n'avait aucune idée de ce qu'on avait sous la main. Un historien reconnaît par hasard That Soul Brother à son numéro de série. Basler se retrouve ainsi avec une superstar, ce qui n'est pas sans poser problème. Les acheteurs potentiels sont nombreux, dont Hugo Matisse. Le mythique appareil revient finalement à une fondation américaine et le Suisse doit se contenter d'un autre avion du débarquement, Judy. C'était très décevant, bien sûr, il me l'avait promis. Mais ensuite, j'ai compris que pour des raisons historiques, cet avion appartenait à l'Amérique. En temps de guerre comme en temps de paix, l'assurance vie d'un pilote, c'est le moteur. Roy Owens est spécialisé dans la maintenance de vieux moteurs d'avion. Il connaît mieux que quiconque le cœur d'un DC-3 qu'il ramène presque toujours à la vie.
Derrière nous se trouve l'atelier où l'on démonte les moteurs. On les nettoie, on les lustre et on les contrôle avant de les remonter. Tout est fait à la main et avec minutie. Ce sont de formidables moteurs. Judy a 80 ans et aujourd'hui, son moteur est passé au crible. On le démonte pour voir si sa mécanique est encore fiable. Comme tous les DC-3, Judy est équipé de 2 moteurs qui comportent chacun 14 cylindres en étoile disposés sur 2 rangées. Leur puissance totale est de 2400 chevaux. Chaque cylindre doit fournir 86 chevaux de manière constante. Le cylindre a une fonction très importante. Il absorbe toute la chaleur et les chocs thermiques. C'est la pièce du moteur qu'on change le plus souvent. Il faut également tester les bougies d'allumage. Chaque cylindre en contient 2. On les porte à une température de 120 degrés pour vérifier leur état de marche. Le testeur est presque aussi vieux que le DC-3 lui-même. Après le démontage, il est évident que les cylindres de Judy sont bons pour la casse et doivent être remplacés. Pour cela, Roy a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on peut proposer à Roy? Il doit remplacer 2 moteurs. J'ai une bielle neuve ici et une autre là. Ça, c'est le roulement principal. Et ça doit être le roulement arrière. Et les pistons? Ils sont là. Les coquilles de coussinet? Ces pièces datent de la Seconde Guerre mondiale. Mais comme vous le voyez, elles sont en parfait état. Elles ont été enduites d'anti-rouille. Donc elles sont vraiment faites pour résister à l'épreuve du temps. Après la guerre, le gouvernement a fermé les entrepôts militaires et vendu les pièces détachées par lot. Les garages ont acheté tout ce qu'ils pouvaient. De cette manière, ils ont encore pu construire des moteurs pendant des dizaines d'années. Et ils continuent à le faire aujourd'hui. Avec les vieilles pièces fournies par la famille Moss, Roy peut monter des moteurs flambant neufs qui n'ont encore aucune heure de vol au compteur. Une compagnie aérienne doit faire attention à son budget. Or, les pièces détachées coûtent cher parce qu'il faut les conserver dans un entrepôt. L'armée, elle, cherche plutôt à s'assurer la disponibilité du matériel. Du coup, elle fait construire plus d'équipements et en entrepose davantage aux 4 coins du pays. C'est ce qui s'est passé pour le DC-3. Des pièces ont été fabriquées en grande quantité pendant la guerre, ce qui nous rend bien service encore aujourd'hui. Les stocks sont là, même s'ils se trouvent aux mains d'entreprises civiles. Bielle, roulement, coquilles de coussinet. Magnifique. Roy a de mauvaises nouvelles pour Hugo Matisse. Presque toutes les pièces du moteur de Judy sont hors d'usage. Elles sont très usées? Oui, extrêmement usées. Connaissant vos attentes, ça ne conviendra pas à ce que vous cherchez, je pense. Mais on peut avoir des cylindres neufs. 14? Oui. D'accord. 7 avant, 7 arrière. On savait que ce moteur avait beaucoup servi, mais il est en très mauvais état. Il a été retapé plusieurs fois. Alors maintenant, il est vraiment usé. Pour le Suisse, la pilule est amère.
Il doit acheter 14 cylindres neufs pour un montant total de 50 000 $. Mais en tant qu'ingénieur, il connaît la valeur de la technologie du DC-3. Ces cylindres ont été conçus pour durer des dizaines d'années. On le voit bien, toutes les pièces ont leur fonction. Alors le prix est cohérent quand on y réfléchit. C'est assez incroyable. La semaine prochaine, le vieux moteur flambant neuf sera acheminé jusqu'à Oshkosh pour être monté sur la voilure de Judy. Lorsqu'on s'adonne sérieusement à un passe-temps, la passion est sans doute l'élément essentiel. Mais il s'agit aussi d'apprendre des choses utiles pour la vie. Aujourd'hui, la mobilité et la fiabilité sont devenues plus importantes que jamais. L'une comme l'autre décide du succès ou de l'échec d'une entreprise. Et cela ne vaut pas juste en temps de guerre, ni seulement pour le DC-3. Les ingénieurs de Douglas eux-mêmes ne se doutaient sûrement pas que leur DC-3 deviendrait un jour l'avion le plus célèbre au monde. À Berlin aussi, des passionnés ont eu un coup de cœur pour un aéronef historique. Ce DC-3, baptisé Rosinenbomber, littéralement bombardier de raisins secs, a aidé les habitants de Berlin-Ouest à survivre au blocus soviétique de 1948. Au lieu de finir ses jours dans un musée, il montrera bientôt à ses passagers la capitale allemande vue d'en haut. C'est du moins le projet de Frank Hellberg. Quand on le regarde attentivement, qu'on observe sa forme, c'est ni plus ni moins le précurseur de nos avions de ligne modernes. Bien sûr, il y a aussi une dimension politique, à savoir qu'en aidant des gens, on peut regagner leur amitié. Voilà le message que cet avion nous livre et que nous voulons transmettre. Berlin après la Seconde Guerre mondiale. Les habitants payent un lourd tribut à la guerre. Ils logent dans des décombres ou des caves et sont tenaillés par la faim. Des femmes ramassent péniblement les gravats pour reconstruire la ville. Les pays vainqueurs ne tardent pas à être en désaccord. En juin 1948, l'Union soviétique bloque tous les accès terrestres à Berlin pour empêcher les alliés occidentaux de ravitailler les zones qu'ils occupent. Américains et Britanniques décident de créer un pont aérien pour approvisionner 2 millions de personnes. Tous les DC-3 disponibles sont réquisitionnés, dont 300 Dakota britanniques que les Berlinois surnomment affectueusement Rosinenbomber, c'est-à-dire bombardier de raisins secs. Armé d'une caméra, le pilote Gail Halvorsen immortalise cet épisode de la guerre froide. À l'époque, les dernières attaques aériennes ne remontent qu'à 3 ans. Enfants, nous nous étions habitués au bruit des avions, en raison des bombardements de nuit. Entre 1945 et 1948, il n'y a plus eu tellement de trafic dans le ciel de Berlin. Mais bien sûr, ça a recommencé avec le pont aérien. Nous n'avions pas peur de ces bombardiers. Au contraire, nous savions tous qu'ils étaient là pour nous aider. Le pont aérien commence fin juin 1948. Les DC-3 rallient Berlin-Ouest en empruntant 2 couloirs depuis Hambourg et Francfort. Ce sont les premières voies aériennes officielles au monde. Dès qu'ils ont déchargé, les appareils regagnent les zones de l'Ouest en passant par un 3e couloir en direction de Hanovre. Là, ils sont préparés pour la mission suivante. Le pont aérien a sauvé Berlin-Ouest en acheminant des produits alimentaires, des biens vitaux. Mais il a aussi et surtout conforté les habitants dans le sentiment qu'ils n'étaient pas oubliés de tous, qu'ils étaient reliés au monde extérieur. Le plan d'intervention est chronométré à la minute près. Chaque pilote doit atterrir du premier coup ou repartir aussitôt.
On transporte principalement de la nourriture et du charbon. Des ouvriers allemands s'occupent du déchargement. Ils ont 30 minutes par avion. C'est la durée de la pause des pilotes. Gail Alverson filme le kiosque où l'on donne des sandwichs aux pilotes. Ils effectuent jusqu'à 7 rotations par jour. Touché par la pauvreté des habitants, Gail Alverson décide d'offrir aux enfants ses rations de friandises. Il fabrique de petits parachutes qu'il charge de chocolat et largue à l'atterrissage. De plus en plus de pilotes en font autant et conquièrent ainsi le cœur des Berlinois. Dès qu'un parachute tombait quelque part, des centaines d'enfants couraient dans les rues pour le récupérer. C'était l'aventure pour eux, un peu comme une chasse au trésor. Je n'ai pas vu d'enfant manger une tablette de chocolat tout seul. Ça ne se faisait pas. En voyant le terrain d'aviation désaffecté de Berlin-Tempelhof et en pensant aux milliers de personnes qui y font des barbecues l'été, Boris Franzke se demande combien parmi elles savent quel rôle ce lieu a joué il y a 70 ans. Les pilotes berlinois aimeraient prendre les airs le plus vite possible. Mais leur vieux Rosinenbomber n'est plus en état de voler. Et si l'autre appareil récemment acquis est parfaitement restauré, il n'a pas de licence pour le transport de passagers. C'est pourquoi il faut transférer les sièges du premier avion, hors d'usage, dans le second. Nous prenons les mesures du vieux bombardier qui a volé à Berlin. Le but est d'établir une comparaison entre les deux avions pour pouvoir installer la cabine passager de l'ancien appareil dans le nouveau. Le cockpit sera le point de référence. Comme la moindre modification sur un avion est très réglementée, il faut être précis au millimètre près, même sur un modèle à hélice aussi robuste que celui-ci. Mais une fois que tout sera en ordre, ce vétéran du pont aérien ne tardera pas à obtenir sa licence pour le transport de passagers. Le passé de Berlin est étroitement lié aux murs et aux guerres qui sont parties d'ici. Cette riche histoire, la ville doit continuer à la raconter, et cet avion également. Après la guerre, le DC-3 sert de nouveau au transport de passagers. Mais l'arrivée des avions à réaction sonne sa fin dans la plupart des pays. Les nouvelles stars des airs proviennent des ateliers de Boeing. D'abord le 707 pour les longs courriers, puis le 727 pour les moyens courriers et à partir de 1968, le 737 pour les courts trajets. Mais comme le phénix qui renaît de ses cendres, le vieil aéronef fait son retour en 1964 au Vietnam. C'est là qu'il reçoit son dernier surnom, Puff the Magic Dragon, d'après une célèbre chanson hippie sur un dragon. Au Vietnam, le DC-3 apporte la mort. D'abord, on utilise des munitions traçantes pour localiser la cible de nuit. Puis, avec une précision parfaite, on tire à la mitrailleuse jusqu'à 6000 balles par minute. Le dragon magique se révèle être un redoutable tueur. C'est une page sombre de l'histoire du DC-3, car jusque-là, ce n'était pas un avion de combat, même dans sa version militaire. Les mitrailleuses Gatling tirent sans relâche pendant des heures.
L'équipage vole toujours en cercle jusqu'à être à court de carburant ou de munitions. Converti en canonnière volante, le DC-3 permet aux Américains de stopper plusieurs offensives ennemies sans pour autant provoquer un tournant dans la guerre. Après le Vietnam, le DC-3 semble appartenir définitivement au passé. Mais une fois encore, les choses prennent une nouvelle tournure. Dans les années 90, il apparaît comme le meilleur avion pour accomplir certaines missions. On le dote d'une technologie de pointe en remplaçant son moteur en étoile par un turbopropulseur et en installant un cockpit moderne. On a fini la peinture, tout a été vérifié. L'avion est prêt à être livré. Le client vient aujourd'hui signer le contrat. Enfin, j'espère. Bonjour, content de vous voir. Bonjour Randy. Bienvenue à Oshkosh. Merci. On a vraiment hâte de voler avec cet avion. Super. Voici le document pour la livraison d'aujourd'hui. Il prouve que vous réceptionnez bien l'appareil et que l'affaire est bouclée. Maintenant, on peut finaliser le contrat. Le dernier papier à signer. Et après, on pourra voler. Thank you, Doug. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, Andrew. It's been a pleasure. Thanks, guys. Yep. You go, Andy. Let's go fly. Yeah, absolutely. Le DC-3 à turbopropulseur allie le meilleur de l'ancien et du moderne. Il hérite de la licence, de la carlingue et des caractéristiques de vol de la version d'origine, tout en bénéficiant de la fiabilité d'un poste de pilotage flambant neuf. La différence est déjà perceptible au démarrage. Au lieu de pistons, des turbines entrent en action et on n'entend pas le bourdonnement des hélices, mais celui des réacteurs. Contrairement au modèle d'origine, dont les 14 cylindres surchauffaient vite, l'appareil à turbopropulseur n'a pas de problème avec l'air chaud ou le manque d'air. Pouvant voler plus haut et étant plus performant, il est le meilleur allié pour les régions au climat extrême. Cet avion va bientôt mesurer la glace au pôle sud pour la NASA. À Brême, l'Institut Alfred Wegener a acheté 2 vieux DC-3 à turboréacteur et les a équipés d'instruments de mesure. Le Polar 6 est fin prêt pour le pôle Nord. Thomas, je lâche l'embrayage. D'accord. L'appareil de mesure le plus étonnant est un laser d'une valeur de plusieurs millions, accroché sous la carlingue comme une torpille. Il est soigneusement testé avant chaque départ dans le Grand Nord. Voici notre EM Bird. C'est un système qui permet de mesurer l'épaisseur de la glace. On vole à basse altitude et l'instrument mesure lui-même l'épaisseur de la glace à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis toujours, le DC-3 est capable de voler lentement et à très basse altitude. Ce serait aujourd'hui inadapté au transport de passagers. Mais pour les chercheurs, c'est parfait. Ils peuvent ainsi réaliser des mesures précises. Ces dernières années, nous avons constaté qu'ici, la glace devenait beaucoup plus fine. À l'été 2001, son épaisseur était de 2,20 m. L'an dernier, elle avait diminué d'environ 50%. Alors nous sommes curieux de voir où nous en sommes cette année. Les vols en DC-3 fournissent de précieuses informations sur le réchauffement climatique. Au Groenland, par exemple, qui perd chaque année 3 fois plus de glace qu'il y en a dans les Alpes.
Un sextant fait partie de l'équipement d'origine du DC-3. Il permet aux pilotes expérimentés de naviguer à partir du Soleil au cas où la technologie moderne serait défaillante. Ce qui peut tout à fait arriver près du pôle Nord en raison des fortes fluctuations du champ magnétique. Chaque jour, l'équipe survole l'océan Arctique pendant 6 heures. Par beau temps, elle mesure un total de 3000 km en 2 semaines. Toutes ces données sont ensuite analysées. La station Nord est le lieu le plus septentrional du Groenland, habité seulement par quelques soldats danois. Le Polar 6 n'a aucun problème à se poser sur la piste de gravier. Il supporte les sols difficiles et peut atterrir sur la neige et la glace. Le DC-3 est entré dans l'histoire. Il a aidé bien des hommes à atteindre leurs objectifs. Pour moi, l'humain a toujours soif d'héroïsme. Le DC-3 lui a souvent permis de faire le bien, d'apporter des progrès, d'être précurseur. Et ça vaut autant pour la version civile que pour la version militaire de l'avion. Début à Hollywood, débarquement en Normandie, pont aérien à Berlin, guerre du Vietnam, le DC-3 a eu 1000 vies. Et aujourd'hui, à 80 ans, il est utilisé pour mieux comprendre le changement climatique et maîtriser l'avenir. Aucun autre appareil ne peut rivaliser avec lui. Le Douglas DC-3, un avion de légende qui n'en a pas fini de nous surprendre.